Bien. Alors, on a donc les trois méthodes versées, retirer et virement. Mais il faudrait implémenter la méthode qui permet de consulter la liste des opérations. Alors, en fait, on en aura besoin parce qu'il faudrait, dans l'application, il est demandé de créer une application qui permet de consulter un compte. Alors, on a déjà une méthode qui permet de consulter un compte, on peut avoir les informations sur le compte. Également, l'application devrait permettre d'effectuer les opérations de versement, de retrait et de virement. Alors, pour le cas de virement, ce n'est pas représenté ici. Mais également, à chaque fois, donc, je consulte l'historique, c'est-à-dire la liste des opérations. Alors, sauf que comme généralement, il y a beaucoup d'opérations dans un compte, on va pas consulter toutes les opérations, mais on va les consulter page par page, n'est-ce pas? Donc, une page d'opération. Donc, on aura besoin justement d'ajouter une méthode qui permet de consulter une page d'opération. Alors, pour cela, donc, la méthode de opération métier, donc, on va lui ajouter une méthode qui permet de retourner une page d'opération. Alors, vous savez que en fait, Spring Data, il offre déjà une interface Pidge, n'est-ce pas? Mais c'est une interface Spring Data. Mais il est très déconseillé d'utiliser des composants, c'est-à-dire parce qu'en fait, c'est une interface technique, n'est-ce pas? C'est pour faire plutôt ça concerne plus la couche DA, n'est-ce pas? Mais il est très déconseillé d'utiliser donc les objets techniques dans la couche métier. Par exemple, dans notre cas, on a besoin, par exemple, dans notre interface, on a besoin de retourner une page d'opération, n'est-ce pas? Une page d'opération, donc c'est même la page d'opération, c'est un objet métier qu'il est conseillé de créer. Alors c'est ce que nous allons faire. Donc dans la couche métier, on va créer une classe qu'on va appeler page opération. Page d'opération. Bon, c'est une simple classe sérialisable. Ça, c'est un objet métier. Alors, je sais qu'une page d'opération, qu'est-ce qu'il contient en fait? Il contient une liste d'opérations. Opération. Opération. Alors, opération. Alors, donc j'ai une liste d'opérations, mais en même temps, j'ai les métadonnées sur la page. Par exemple, le numéro de la page. Parce que quand je consulte l'opération, j'ai besoin de retourner le numéro de la page. Quelle page? C'est un entier. Quoi d'autre? Le nombre d'éléments de la page. Alors, on peut l'appeler par exemple le nombre d'éléments, le nombre d'opérations. Et vous pouvez même, par exemple, mettre le total des opérations. Total de pages, par exemple. Etc. On peut, de toute façon, a priori, donc ici, nous aurons besoin surtout des métadonnées suivantes. Donc, on aura besoin de quoi? D'une liste d'opérations, mais également, on a besoin de connaître la page courante, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? On a besoin de connaître le nombre de pages, n'est-ce pas? Et le nombre d'éléments de la page. Mais vous pouvez encore ajouter d'autres informations si vous voulez les utiliser. De toute façon, toutes ces informations existent déjà. Alors, total page. Quoi d'autre? C'est bon? Alors, après, on va générer les getters et setters. Select all. Alors, si vous voulez, donc, je viens de créer un objet métier que je peux utiliser. Maintenant, la méthode, il va retourner une page d'opération. Page opération. Ah, regardez. Ça, c'est pas notre classe, n'est-ce pas? C'est par hasard que on a le même nom. Alors, page opération.
Alors, comme quoi, beaucoup de contrôle espace, ça crée des problèmes comme ça, de temps en temps. Le temps qu'on va gagner avec les contrôles espace, on va le perdre là. Oui, oui. Justement parce que, à vrai dire, donc je sais même pas ce qui se passe derrière, mais en tout cas, une succession de contrôle espace, effacer, contrôle espace, vous pouvez toujours bloquer l'environnement. Alors, public, page opération. Alors, liste, get opération. Alors, quels sont les paramètres qu'on va donner? Alors, les opérations d'un compte. Get opération. On va donner le numéro de compte, le code du compte. Et après, quelle page? Je veux sélectionner à partir de quelle page? Également la taille, n'est-ce pas? C'est le nombre d'opérations, le nombre de lignes. Donc, si vous voulez, size. Alors, ça peut suffire pour notre cas. Alors, on va implémenter cette méthode. Donc, on revient à la classe opération métier implémentation. On va implémenter. Elle est là. Alors, maintenant, comment on va récupérer une page d'opération? Alors, sachant que j'ai déjà Operation Repository qui permet de retourner une page d'opération. Alors, je vais déclarer une page. Alors, ça, c'est Spring Data, une page d'opération. Je vais appeler ops égale donc opération repository point find all, et après on va lui donner comme paramètre un objet de type pageable. Alors on va lui donner comme paramètre page request. Et en fait je suis allé très très vite, mais c'est pas ce qu'on veut, parce que je veux pas les opérations, je veux les opérations d'un compte. On est bien d'accord? Alors je mets ça en commentaire. Donc, est-ce que nous avons une méthode qui permet de retourner les opérations d'un compte? Non, on l'a pas. Les opérations d'un compte. Mais il faut l'implémenter. On l'a pas. Est-ce qu'on l'a? On doit juste la déclarer mais on voit pas. Voilà, donc on l'a pas. Donc il faut qu'on l'ajoute, n'est-ce pas? Alors ça veut dire dans DAO, nous avons operation, les opérations repository. Donc notre interface, elle était comme ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va ajouter une méthode qui permet de retourner les opérations, une page d'opération d'un compte. Alors c'est justement ce qu'on devrait faire. Alors page opération. Alors on peut créer la méthode page, par exemple, opération. On peut l'appeler get opération. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? C'est le compte, le code du compte. Et après, on va donner comme paramètre un objet de type pageable. Monsieur, oui. Monsieur, on aurait, au lieu de faire cette méthode qu'on doit définir son query, on aurait pu utiliser une méthode find by
On a l'attribut compte la classe opération. Les find by compte, on ne va pas définir dans ce cas de query. Oui. Alors vous avez deux solutions. La première, c'est celle-là. C'est d'utiliser query. Oh là là. Voilà. La première, c'est la plus générale. Vous utilisez une requête query dans laquelle vous mettez select opération O from la classe opération where O.count.code count égale 2.x. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, from opération O. Where O.count, je veux chercher les opérations. Tous les objets O de type opération, je sais que dans opération, j'ai un objet de type count. Alors le critère, il est sur le code des comptes. Et après, il suffit donc d'attribuer au code le paramètre x, on va l'attribuer au code. C'est-à-dire, on va utiliser ici param x. Il y a un espace. Bon, espace, c'est pas obligatoire. Alors ça, c'est la solution, généralement, c'est préconisé parce que ça, c'est la solution la plus générale. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une requête assez complexe, vous pouvez la composer. Ici, donc, je suis en train de chercher les opérations dont le code est connu, n'est-ce pas? La deuxième solution, si vous ne voulez pas créer ça, vous pouvez créer une méthode comme ça. Find by public page opération find by count. Alors ici, qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? Il faut donner un objet compte. Et un objet de type pageable. Et après, un objet de type pageable. Alors, chercher les opérations d'un compte. Alors, les deux solutions, voilà la première solution, voilà la deuxième. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour chercher les opérations, je dois donner un objet de type compte. C'est bon? Alors, après, par la suite, donc, il faut voir ce qui va se passer là, parce que si vous voulez donner un objet de type compte, il faudrait savoir est-ce que c'est un compte courant ou bien un compte y parle. Hein? Si vous avez déjà essayé, vous allez à un moment donné. Quels sont ceux qui ont déjà essayé? Voilà. Alors, si vous avez essayé, vous allez à un moment donné, soit que vous allez basculer vers cette solution, soit que vous allez insister, et dans ce cas-là, votre compte, l'objet compte, vous allez utiliser find one. Mais le problème, c'est que vous allez vous connecter vers la base de données pour charger le compte, pour le transmettre et pour chercher l'opération. Vous voyez, donc c'est en termes de ressources, c'est plus délicat. Alors en tout cas, moi dans ce genre de situation, je vais les garder les deux et après vous allez voir comment les utiliser. Mais en réalité, pour nous, on va utiliser celle-là. Alors, si on revient vers Meeting, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on ne va plus utiliser find all, mais on va utiliser opération repository.find, soit find by count, ou bien tout simplement get opération. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? Ici, c'est code du compte. Et pageable, qu'est-ce qu'on va donner? New page request. Alors, on va donner un objet de type page request dans lequel on va mettre les informations suivantes, à savoir, voilà, vous avez tout. Vous avez la page et vous avez la taille, n'est-ce pas? Alors, là, vous n'avez pas besoin d'écrire du code pour avoir la liste des opérations. Alors que si vous voulez utiliser l'autre, n'est-ce pas? Si vous voulez utiliser l'autre solution, qu'est-ce que vous devrez faire? Parce que la deuxième solution, la page d'opération, ops 2. Alors, vous allez utiliser donc opération repository .find by count. Alors, il faut donner un compte, n'est-ce pas? Là, il faut donner un compte. Vous avez besoin en réalité de donner un objet compte qui contient que le code.
Alors le problème, la classe compte, c'est une classe abstraite. Alors est-ce que vous allez donner new compte courant ou bien new compte épargne? Vous ne pouvez pas savoir, n'est-ce pas? Pour le savoir, vous aurez besoin de faire compte CP égale compte repository, point find one. Et vous lui donnez le code, n'est-ce pas? Et après, ici, vous lui transmettez le compte. Ça marche aussi, mais à quel prix? C'est que vous avez fait une requête vers la base de données pour charger le compte, pour le donner à une autre méthode qui va encore exécuter une autre requête. C'est pas très commode. À moins si vous avez une autre solution pour la combiner avec ça. Alors, tout calcul fait. Alors, je vais préférer cette solution. Vous voyez donc la solution, quand vous rédigez votre requête, vous êtes dans le cas le plus général généralement, et que cette méthode-là, donc je vais la mettre en commentaire, ça veut dire que on va la garder là, mais on va la mettre deprecated, n'est-ce pas? Dépréciée. C'est-à-dire vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, mais en tout cas, laquelle les deux vont fonctionner. Mais après, par la suite, donc j'ai une raison pour dire que celle-là, c'est mieux peut-être que l'autre. Alors, je la mets en commentaire, je ne vais pas l'utiliser ici. Ou bien vous la laissez, vous la marquez dépréciée, n'est-ce pas? Comme ça, quand vous allez l'utiliser dans votre application, le compilateur, il va la barrer. Ça marche, mais il est déprécié. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va retourner maintenant? Regardez, il nous faut maintenant une page d'opération. Il faut translater. Hop, page opération égale new page opération. Alors, page opération point set. Alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? J'ai besoin de la liste. Ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est la liste des opérations. Alors, pour récupérer la liste des opérations, on va utiliser ops.getContent. Vous savez que getContent, il vous retourne la liste des opérations. Page d'opération point set. Le nombre d'opérations, par exemple, c'est ops. La méthode, comment elle s'appelle? Number of elements. Il y a combien d'éléments dans la table? Ça représente le nombre d'opérations. Pop.set. .set, le total, c'est la page. Bon, la page courante, on n'a pas besoin de spécifier quoi que ce soit, vous mettez directement, c'est la page, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser ops.get, comment il l'a déjà appelé? Get number. Bon, get number, c'est normalement c'est le numéro de la page numéro. Get number. Pop.set. Total opération, on l'a fait? La page opération total, le total des pages. Alors le total des pages, c'est ops.get total et les total pages. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? Page d'opération. Oui? Alors maintenant, c'est ce que je vous disais. Vous allez dire, il y en a ceux qui vont dire ça. Je mets ça en commentaire. Ici, au lieu d'utiliser donc page opération, j'écris directement page opération. N'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce que vous allez retourner? Return ops. Ben, ça marche aussi. Alors, sauf qu'ici, n'oubliez pas que vous êtes dans la couche métier. Et dans votre couche métier, vous faites appel à une page, à une interface générique qui fait partie de Spring Framework, Spring Data, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, vous êtes en train d'utiliser un élément dans l'interface métier de votre application qui utilise un élément qui est technique.
Alors ça, vous pouvez, fonctionnellement, ça va marcher, mais au niveau de la conception, c'est à éviter. Éviter d'être lié à des classes ou bien des interfaces qui sont fournies par les frameworks. Comme ça, vous avez vraiment une interface métier. C'est-à-dire tout ce que vous donnez comme paramètres et les résultats qu'on va retourner, c'est vos types. D'accord? Une autre chose, d'ailleurs, ceux qui l'ont déjà constaté, il n'y en a que ceux qui m'ont envoyé des messages pour dire que quand on utilise page opération, vous pouvez tester page opération. Par la suite, quand on va serialiser en format JSON, il y a des données qui ne vont pas être intégrées, notamment le type d'opération. Vous l'avez constaté. Ben justement, c'est lié. Pourquoi? Parce que page, c'est une interface qui est générique. Bon. Ben justement, parce que c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, quand vous retournez une page d'opération, vous allez trouver que de la classe opération, mais vous ne trouverez pas les informations qui sont signalées, qui seront signalées avec des annotations. Mais bref, de toute façon, alors je vous recommande d'utiliser la solution que vous voulez, mais quand vous utilisez une solution, il faut aller jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout, c'est-à-dire que si pour tous les problèmes posés par la suite, il faut trouver des solutions. Et sans doute des solutions, mais à quel prix? Mais moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous voulez, par exemple, collectionner une page d'opération, vous pouvez paramétrer votre métier en utilisant une interface générique, par exemple, vous-même, dans laquelle vous mettez vous créez même une interface générique que vous allez utiliser dans l'interface métier de votre application. Il y a des questions? Alors voilà donc la méthode getOperation. Il faut maintenant l'intégrer dans le service. Alors le service opération. Alors opération reste service. Bon, à nouveau, on va demander de générer cette méthode par délégation. Alors source générer delegate méthode. Il y a une méthode qu'on vient d'ajouter. Voilà, elle est là, au début. Alors, quelle est la méthode qu'on va utiliser pour consulter les opérations? C'est get, logiquement. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire comme le path, donc opération. Et ici, quels sont les paramètres qu'on va envoyer? Donc ça, c'est des paramètres qu'on va utiliser en request param. C'est des paramètres de la requête. Alors c'est pareil pour les autres. Request param. Request param. Ben, il ne reste qu'à tester cette application. Alors le projet run. Cette fois-ci, vous n'allez plus faire Java Application. Ceux qui ont posé la question le matin, différence entre Java Application, Spring Boot Application. C'est la même chose, sauf que quand vous mettez run Spring Boot Application, il va chercher la classe qui contient l'application Spring Boot et après il va l'exécuter en tant qu'application Java. Donc ça revient au même. Alors on va tester localhost / opération. Alors je voudrais les opérations dans le code du compte égale cc1 and la page 0 and l'autre paramètre, comment on l'appelait? On l'appelait size. Le nombre d'opérations, je veux 3 opérations. Le résultat il est bon, n'est-ce pas? Comment? Alors, il n'y a pas d'exception au démarrage, donc il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que nous avons? Opération, code compte. Alors, on va regarder ce qu'on a défini dans notre code compte, effectivement. Oui.
Mais il est là. Le paramètre, on l'appelait code compte, c'est pas code, tout court. C'est code compte. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Si on aurait pu utiliser pas de paramètres, mais comme ça, on passe des paramètres sous forme des rubriques, c'est-à-dire opération slash le code slash. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais quand vous testez, vous utilisez le path param. C'est quand vous filtrez par rapport à l'ID. C'est-à-dire, si vous mettez opération slash path param, c'est comme si vous êtes en train de dire je veux l'opération dans le ID égale valeur. Au niveau sémantique, c'est un peu. C'est pas bien. Mais vous pouvez utiliser les path param comme vous voulez, mais en tout cas, si vous respectez la norme RESTful, vous allez garder. Donc, ça, c'est un filtrage. Je suis en train de filtrer. Et pour filtrer, donc, vous utilisez donc des paramètres comme ça. Alors, regardez ce que vous avez. Vous avez un objet dans lequel vous avez une liste d'opérations. Alors, combien d'opérations? Vous avez donc opération, la date, le montant. Mais pour chaque opération, j'ai le compte, n'est-ce pas? Pour chaque opération, j'ai un compte. J'ai les informations sur le compte. Mais si vous ne voulez pas avoir le compte de chaque opération, d'ailleurs, on n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'on va faire? Exactement. Alors, on va ignorer, on va vers la classe opération, on va utiliser JSON ignore. Opération. Moi, quand je consulte la liste des opérations, je ne veux pas consulter l'employé. Le compte est l'employé. Donc, get compte, on va utiliser JSON ignore. Et la même chose, je ne veux pas d'employé. JSON ignore. Oui. Mais par contre, pour créer une opération, si vous créez une opération et vous lui ajoutez plutôt, si vous ajoutez l'employé, donc vous utilisez quelle annotation? JSON setup. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je convertis l'objet opération en JSON, je vais ignorer. Mais si jamais j'ai un objet de JSON qui contient les informations sur l'employé, je vais le prendre en considération. Alors ici, donc, à vrai dire, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que, au moment, je crois que pour créer une opération, on ne donne pas l'objet opération. On donne plutôt les informations sur l'opération. Alors, vous voyez, donc ça, c'est la liste des opérations, mais on a bien la liste des opérations, mais avec beaucoup de données, peut-être dont on n'aura pas besoin. Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, l'interface qu'on veut créer, regardez. Alors, on n'a besoin que de le numéro, la date, le montant, le type de l'opération. On a besoin des informations sur le nombre de pages. Donc maintenant, le fait d'ignorer avec JSON ignore, si vous actualisez, vous aurez ça. Oui? Donc j'ai que la liste des opérations. Et après, j'ai la page. Quelle est la page que je veux? Total page, il y a combien de pages? Il y en a 2. Alors si vous mettez la page 2, vous allez avoir la page 1. Vous allez avoir la suite. Si vous voulez par exemple 2 par page, vous aurez ça. Je veux la page 0. Maintenant, ce n'est plus c'est toujours 2 pages. Total opération. Ah, c'est pas bon. Vous voyez donc ce que nous avons utilisé, c'est pas ça. Le nombre de. C'est quoi ça? Total. Total opération, on n'a pas défini. Alors, total opération. Total opération, on est sur opération. Métier implémentation. Oui, on n'a pas défini, tout simplement. C'est-à-dire, vous allez utiliser pop.setTotalOperation. C'est ops.get
get total elements. Si on doit changer avec caster soit int ou les attributs directement, je vais le. Alors total element, je crois, il est de type long. Oui. Donc on aura besoin de faire un casting vers int. Voilà. En fait, je vous montre, c'est bien que vous testez les différentes, parce qu'en fait l'objectif du projet, c'est bien que pour vous c'est un chantier de test, n'est-ce pas? Alors vous testez les différentes solutions, forcément chacun d'entre vous il va proposer une solution meilleure. La première solution, vous avez déjà testé avec Page, la deuxième, vous avez testé avec cette classe, l'autre solution, peut-être vous allez penser à faire mieux. Alors, c'est pas que je vous cache les meilleures solutions. Parce qu'on peut comprendre. Ben, il y a toujours une meilleure solution. Oui, parce que moi, personnellement, à chaque fois que je fais quelque chose, je sais qu'il y a mieux toujours. Parce que le lendemain, je trouverai toujours que je peux faire mieux. Ben, c'est comme ça. C'est-à-dire, toute solution que vous faites aujourd'hui, vous pouvez l'améliorer demain. Donc, il faudrait juste regarder un peu ce que vous pouvez faire. On a démarré? Oui. Oui. Alors, total opération, ici, vous avez 4. Alors, donc on a la liste des opérations. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante, je crois. Alors, quelle est l'étape que vous voulez qu'on fasse? Alors, vous avez donc, on peut faire ça. On peut soit terminer tout d'abord le service SOAP et le service RMI, c'est-à-dire on termine tous les services côté serveur et après on commence à développer les applications clientes, ce qui me paraît un peu plus logique, c'est-à-dire vous exposez vos méthodes via un service RMI, via un service SOAP et après vous commencez à développer les applications clientes. Ou tout simplement, vous dites, moi je suis pressé, le client il attend quelque chose. Il faut qu'on lui donne déjà une application, c'est-à-dire on va lui donner une interface qu'il va utiliser, commencer à travailler l'application. Alors qu'il est en train d'utiliser l'application, moi je développe la partie SOAP, la partie RMI. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Client web. Client web. RMI. SOAP. Alors, SOAP et RMI, ça ne prend pas beaucoup de temps, on va le faire et après, il faut qu'on... Si on va juste créer les serveurs SOAP ou RMI. Alors d'abord, est-ce qu'on commence par là où il y a plus de travail ou bien là où il y a moins de travail? Allez. Alors, de toute façon, on va faire tout ça cet après-midi. Ça soit clair. Hein? Alors, pour tout d'abord, le service SOAP. Comment, avec Spring Boot, on va exposer un service SOAP? Le principe, c'est très simple. Alors, le principe, c'est simple. Donc, on va, dans le package service, je vais créer une classe que je vais appeler. Alors, supposons je vais créer juste un service qui permet de consulter un compte. Ça peut être utile. Et d'effectuer les opérations de versement, de retrait et de virement. Ça veut dire que j'expose les fonctionnalités également pour un client SOAP. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Donc, je vais créer une classe que je vais appeler... comment on va l'appeler déjà? Banque SOAP Service. Alors, pour que ça soit un web service, vous aurez besoin d'utiliser la notation web service. Et après, pour que Spring puisse le considérer, pour que Spring puisse l'instancier, on va utiliser la notation component. C'est un composant Spring. Et après, on aura besoin des interfaces repository, les deux. Count repository. Count repository. Et on aura besoin de
opération repository. N'oubliez pas d'utiliser les annotations auto-wired et l'annotation auto-wired. Alors, les méthodes dont on aura besoin. Alors, pour les comptes, j'ai besoin de générer source, delegate méthode. Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Compte? C'est pas compte repository, mais pourquoi vous suivez pas? C'est métier. On aura besoin de compte, plutôt c'est opération métier. Donc le service, il est lié à la couche métier. Vous pouvez bien aller directement vers le compte repository, ça va marcher. Mais si on a créé la couche métier, c'est pour définir la logique métier dans notre application. Donc même le service RMI, la même chose tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. Alors maintenant, on va justement implémenter les méthodes ici. On va définir la méthode. J'ai besoin de consulter un compte. J'ai besoin de verser, de retirer, virement, de consulter les opérations. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué une chose tout à l'heure. Quand on a consulté, est-ce qu'on a le type d'opération ici? On n'avait pas remarqué ça. J'ai le numéro de l'opération, la date, le montant, mais je n'ai pas le type. Pourquoi je n'ai pas le type d'opération? Parce qu'on n'a pas encore utilisé la notation qu'il faut. JSON type info, on n'a pas encore utilisé. Alors, vous allez me rappeler tout à l'heure, on va y revenir pour le faire. Alors, donc ça c'est pour... alors, pour arranger un peu les choses. Alors, maintenant, pour que ce soit un web service, il faut utiliser web méthode. Et après, c'est un web param. Comment on voudrait l'appeler? Name égale code. Alors là, on va mettre web param code web param montant web param code employé. Web méthode, c'est la même chose ici. Web méthode, web méthode. Alors web param, on va faire la même chose. Je crois que c'est la même signature ici. CTRL C. Pour verser, c'est la même signature. Pour le virement, à peu près. Alors ça c'est la méthode retirer. Alors virement. Allez, web param. Si on va utiliser name égale compte 1. Web param compte 2. Web param compte 3.
Et web param. Vous ne me suivez pas. Pourquoi vous m'avez laissé écrire au compte 3? Il n'y a personne qui a réagi. Ça veut dire que vous êtes en mode shutdown. Code employé. Ah, vous êtes en train de dire, bon, ça c'est... J'ai dit copier-coller, ça y est, donc j'ai compris. Alors, la page d'opération, la même chose. Donc, on aura besoin. Ici, web param, ça c'est le code. Là, c'est la page. Et là, on va mettre size. Voilà. Vous avez terminé le travail. Alors, il faut déployer. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est comment déployer ce service. On pourra interagir avec la configuration par défaut. Alors maintenant, on va justement montrer comment, l'objectif c'est de montrer comment déployer un service avec Spring Boot. Comment le déployer. Vous avez créé un web service, mais il faut que ça soit déployé. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Mais avant ça, je reviens juste au problème de tout à l'heure. Rappelez-vous, quand on consulte les opérations, on n'a pas le type. Alors pour avoir le type, il faudrait le chercher dans les entités. Alors, dans entités, ben, il faudrait qu'on ajoute les annotations, rappelez-vous. JSON type info. Alors, nous avons utilisé donc use égale JSON type info point id point name virgule. La deuxième propriété c'est include égale JSON type info point as. J'ai mal écrit quelque chose? JSON type info.as.property virgule et après property elle-même égale la propriété, on va l'appeler type. Voilà les propriétés. J'arrange ça. Include property. Alors, je vais masquer les numéros de ligne. Il n'y a pas besoin. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut ajouter? JSON type. Alors, ça, c'est l'après-midi. Je suis désolé. JSON type tout court. Type subtype plutôt. Subtypes. Alors vous allez utiliser un tableau dans lequel vous mettez la notation type. Alors Jackson, la notation de Jackson. Alors vous avez name égale, on va mettre par exemple V. Alors si c'est V, la valeur égale versement.classe. Alors, versement sans E. On reste dans notre logique. Et après, vous avez la deuxième, c'est quoi? Un autre type, virgule. La notation type, name égale à R, value égale retrait. Point classe. Alors, ça signifie quoi? S'il s'agit d'un versement, il y a une propriété de JSON type dont la valeur est V. S'il s'agit d'un retrait, type égale à R. Ou l'inverse. Si j'ai un objet JSON dont type égale V, lui, il va créer un objet versement. Si type égale à R, il va créer un objet retrait. Ça, c'est pour générer du JSON d'une manière polymorphique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a oublié tout à l'heure, donc on va juste l'ajouter.
Alors comme ça, je reviens pour tester ça. Vous voyez donc ce qui s'ajoute là, vous avez ça c'est un versement, ça c'est un versement. Alors apparemment, j'ai que des versements dans ce compte. Alors pour CE1, versement, il y a un seul versement. C'est CE2, il n'y a pas de compte. Bon, il n'y en a pas. On va jeter un coup d'œil sur la base de données. Les opérations. Bon, on n'a pas beaucoup d'opérations, j'ai des versements, des retraits sur le compte CC1. Alors CC1, normalement, je devrais avoir... Oui, c'est normal. Hein. Bon, ça a marché, juste, je n'ai pas insisté. Hein. CC1 parce que ça se trouvait dans la deuxième page, je crois. Parce que j'ai utilisé que 2 pages, mais je vais utiliser 4 dans la page. J'ai ici versement, retrait, retrait. C'est bon? Alors... Maintenant, on revient à Web Service. Alors, nous avons créé ce Web Service. Il faudrait le déployer. Alors, pour le déployer, donc, vous aurez besoin... D'ailleurs, maintenant, vous allez rentrer un petit peu dans la configuration avancée, soi-disant, de Spring. Vous avez 2 moyens. Soit déployer dans un fichier XML. Est-ce que vous vous rappelez, l'année dernière, on a fait l'injection des dépendances via un fichier XML. Alors, pour les amateurs, ceux qui aiment beaucoup travailler avec XML, il y en a beaucoup. Les gens qui ont beaucoup travaillé avec Spring, il y en a ceux qui vont préférer souvent rester dans XML parce qu'ils maîtrisent la configuration via les dépendances XML. Donc, on peut toujours utiliser donc, des fichiers de configuration XML qu'on intègre dans la solution Spring Boot. C'est ce que je vais vous montrer. La deuxième solution, c'est sans passer par les fichiers XML. Donc, je vais vous montrer les deux. Après, vous-même, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, la première... Ce qu'on va créer un fichier XML. Où est-ce qu'on va le mettre? Dans le dossier ressources. Donc on va créer un fichier de Spring Bean Configuration File. Spring Bean Configuration File. Alors on va l'appeler springbeans.xml. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc le nom, peu importe. Alors, si vous voulez déployer un service, un web service, donc vous pouvez créer un objet qui s'appelle Simple JAX WS Exporter. Alors, vous demandez à Spring au démarrage de créer un bin. De quelle classe? La classe s'appelle Simple JAX WS Exporter. Elle est là. Simple JAX WS Exporter. Il faut lui donner des paramètres. Alors, les propriétés. Alors, quelles sont les propriétés? Il y a une propriété qui s'appelle base address. Quelle est l'adresse sur laquelle vous voulez exposer le web service? Alors, on va utiliser http local host . Alors, on va changer le port. On va utiliser un port 80, 81, 88, 80, 88, / banque. Ça veut dire que ce web service, le web service, il va être accessible via banque. Et après, on peut ajouter d'autres propriétés. Alors, à vrai dire, donc, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Ça suffit. Alors, en fait, JAX WS Exporter, quand il sera instancié, qu'est-ce qu'il fait?
il va chercher dans tous les composants créés, il va chercher un composant qui contient la notation web service. Une fois qu'il va le trouver, il va le déployer. Donc vous voyez donc ça, c'est une propriété simple à définir. Alors maintenant, vous venez de créer un fichier XML. Alors comment l'intégrer dans l'application? Alors pour intégrer dans l'application, vous revenez à l'application Spring Boot. Alors dans Spring Boot, il y a la notation import ressource. Et la ressource, comment il s'appelle le fichier? springbeans.xml. Félicitations. Alors, vous avez créé donc une application Spring Boot, mais dans laquelle vous voulez encore utiliser l'injection via XML. Tout ce que vous ne faites pas avec la programmation Java, vous pouvez le faire avec XML. Alors ici, donc, on peut voir ce qui va se passer, mais après, par la suite, donc, je vais vous montrer également la deuxième solution si vous ne voulez pas utiliser carrément des fichiers XML. Alors, je vais exécuter l'application. Alors, il faut arrêter l'application d'abord. Exécuter. Alors, je vois que c'est beaucoup mieux le matin que l'après-midi pour vous, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, logiquement, alors si vous voulez tester, vous allez vers, pour voir le WSDL, vous mettez localhost, c'est pas 80, 88 slash banque, point d'interrogation WSDL. Alors vous avez donc le WSDL, ça veut dire que le web service il est exposé. D'accord? Mais est-ce que les méthodes fonctionnent? Alors on va voir, il y a des méthodes qui ne vont pas fonctionner. Pourquoi? Parce que nous avons des associations bidirectionnelles. Alors ça, on l'avait réglé pour JSON, avec JSON ignore, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas du JSON, c'est du XML, c'est JAXB. Il faudrait chercher une annotation équivalente à JSON ignore. Ok? Alors, mais avant ça, donc, je vais vous montrer tout d'abord comment déployer sans passer par le fichier XML. Alors, la deuxième solution. Alors, je la mets en commentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importation. Ce fichier-là, donc, il ne va pas être pris en considération. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez créer une classe de configuration. Donc, soit l'injection via la configuration Java, soit via XML. Alors, donc, vous créez une classe Java que vous allez appeler myconfig, par exemple. Alors, la seule annotation à utiliser ici, donc, vous utilisez l'annotation configuration de Spring. Ça veut dire que c'est une classe de configuration. Et après, qu'est-ce qu'il fait en principe Spring? Quand il va trouver une classe qui contient la configuration, il va exécuter toutes les méthodes qui permettent de créer des bins Spring. Alors, dans notre cas, nous aurons besoin de créer une méthode qui permet de retourner un objet de type simple JAX WS exporter. Simple JAX WS exporter. Alors la méthode, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, get JAX WS. Et cette méthode-là, dans cette méthode, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer un objet simple JAX WS exporter. Exporter égale new exporter. Alors, autrement dit, vous allez faire ça. C'est-à-dire, ce n'est plus Spring qui va. Tout à l'heure, on l'a fait via XML. Mais comme vous l'avez fait, vous avez appelé la propriété qui s'appelle mise adresse. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser exporter
.7 base adresse. Et c'est quoi l'adresse? Vous mettez http :/local-host. Le port c'est 89. On va changer le port. Comme quoi, ce n'est plus le même. Je peux bien laisser les deux. Je peux les exposer dans des ports différents. Et donc celui-là, donc je vais l'appeler ma banque. Et après, vous mettez return exporter. Alors, il y a une annotation que vous devrez utiliser dans ce cas-là. L'annotation s'appelle bin. Voilà. Alors maintenant, cette classe que vous voyez là, c'est du Java, n'est-ce pas? Ça remplace exactement ça. Vous avez un fichier XML dans lequel vous faites l'injection des dépendances, mais il y a une possibilité donc de le faire via bien sûr cette annotation configuration. Alors après, par la suite, généralement, il y en a ceux qui vont préférer travailler avec XML, il y en a d'autres qui travaillent avec Java, la configuration. Ne soyez pas étonnés quand vous trouvez par exemple dans la documentation de Spring, vous trouverez beaucoup qui vont créer des classes de configuration comme ça. C'est pour éviter de créer des fichiers XML. Mais ça, c'est du Java. C'est-à-dire que quand il faut modifier la configuration, c'est des codes sources qu'il faudrait rééditer, changer. Mais au moins, c'est une classe qui est généralement dans laquelle on va centraliser toute la configuration de l'injection des dépendances. Alors, on va regarder si ça marche. Alors ça, on ne devrait plus l'avoir. On l'a arrêté, n'est-ce pas? Ça ne marche plus. Mais par contre, maintenant, 89, ma banque. Ma L M. Ma banque, c'est M minuscule. Oui, tout à fait. Alors ça marche. Alors l'essentiel, c'est que vous venez de voir comment exposer un service SOAP en utilisant les deux techniques, à savoir via l'injection dans un fichier XML et directement en utilisant la configuration dans la classe annotée configuration. Alors pour tester donc ce web service, on aura besoin d'utiliser un analyseur SOAP, n'est-ce pas? Alors l'analyseur SOAP, SOAP UI, donc c'est un bon exemple. Alors c'est ce que nous allons essayer donc de faire. Alors on va créer un nouveau projet, SOAP. On a besoin de connaître que le WSDL. Alors ici donc le projet, je vais l'appeler par exemple ma banque. Il va charger le WSDL et vous avez les méthodes à tester. Alors par exemple, je voudrais consulter un compte, n'est-ce pas? Alors pour consulter un compte, donc voilà la requête SOAP. Qu'est-ce que je dois envoyer? C'est C1. Est-ce que ça va marcher? Je crois que ça ne va pas marcher. Vous voyez déjà, il commence à vous retourner quelque chose. C'est ça, c'est C1, mais la réponse n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que nous avons bien ce petit problème des associations bidirectionnelles à régler. Alors, dans les entités, nous avons la classe compte qui contient une collection d'opérations. Alors, pour ne pas sérialiser la collection d'opérations, nous avons utilisé ici JSON ignore. Alors, ça c'est pour JAXB, plutôt c'est pour JSON. Alors pour JAXB, c'est-à-dire pour le mapping objet XML, il faut utiliser la notation XML transient. Alors vous voyez donc les deux annotations, JSON ignore, ça c'est pour JSON, et XML transient c'est pour XML. Ils ont le même sens. On va faire la même chose quand je consulte. Et si j'ai une collection, le client lui-même. Alors dans le client, vous avez une liste de comptes.
Là, on a utilisé une collection qu'on ne va pas sérialiser, donc on va essayer d'utiliser XML transient. Quoi d'autre? Alors, en fait, où est-ce qu'on a les deux associations bidirectionnelles? Alors, ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, nous avons une association bidirectionnelle entre compte et opération, et entre compte et client. Vous voyez donc la collection ici, donc je l'ai ignorée, et la collection dans le compte, je l'ai ignorée. Alors, a priori, donc ça devrait marcher. Je n'ai pas changé l'interface du web service, donc je peux directement envoyer la requête SOAP. Alors ici, donc, je reçois le résultat. Alors, le code est le solde. Dans le compte, est-ce qu'il n'y a que le code et le solde? Est-ce qu'il n'y a que le code et le solde? Il y a le type de compte. Il y aura, s'il s'agit d'un compte courant, il devrait me donner les informations sur le compte courant. S'il s'agit d'un compte épargne, il devrait donner les informations sur compte épargne. Il y a des annotations. Alors, lesquelles? Alors, ici, donc, on revient à la classe compte. Vous voyez, donc, on a utilisé ici la notation JSON subtypes. Ça, c'est pour JSON. Alors, pour XML, il y a une annotation qui s'appelle XML C also. Alors, ça signifie ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes en train de demander à Jaxby, quand il va convertir un objet compte en XML, il devrait également voir les classes suivantes. Quelles sont les classes suivantes? C'est compte courant, point classe, virgule, et compte épargne, point classe. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jaxby n'a aucun moyen de savoir est-ce que la classe compte a des classes dérivées. Parce que pour lui, c'est un compte. Mais si vous lui donnez cette annotation, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un test. Si l'objet est un compte courant, il va intégrer les propriétés du compte courant. Si c'est un compte épargne, il va intégrer les propriétés du compte épargne. Voilà une autre annotation que vous devrez connaître. Comme quoi, ça se termine jamais. Il y a une autre annotation qu'il nous faut, la dernière. On peut la constater. Alors déjà, on va constater l'effet de cette annotation. Je vais consulter donc le compte. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Cette fois-ci, c'est différent. Vous avez le compte courant, vous avez le solde et vous avez le découvert. Mais par contre, si c'est un compte épargne, c'est E1. Alors ici, donc, j'ai la date, j'ai le solde et j'ai le temps. Donc, vous voyez, donc, avec Jaxby également, j'utilise le polymorphisme pour pouvoir définir le type d'objet. Mais il me reste une information. Je n'ai pas une information qui m'indique est-ce qu'il s'agit. Bon, a priori, il est là. Donc, type, c'est quoi? C'est un compte épargne. Donc, après, on n'a plus besoin. Sinon, si vous voulez personnaliser le type, vous allez dans compte courant, vous utilisez une annotation qui s'appelle XML type. Alors, XML type, ici, donc je vais mettre CC. XML type name, je crois. Name égale CC. Voilà. Alors que dans compte épargne, je vais utiliser XML type CE. Alors dans ce cas-là, il y aura une différence. Alors tout à l'heure, c'est quoi? Vous avez un attribut type égal le nom de la classe. C'est la classe par défaut. Sinon, si vous faites ça, vous devrez avoir, regardez, alors ce n'est plus le nom de la classe, vous avez CE. Il s'agit d'un compte épargne.
Alors, je crois que j'ai fait le tour sur toutes les annotations que vous devrez connaître concernant aussi bien la partie RESTful et la partie SOAP. Alors, il reste à tester les autres méthodes. Alors, vous voulez retirer de l'argent, vous faites ça. Alors, pour retirer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais retirer de l'argent. Je ne vais pas retirer, je vais verser. Parce qu'il se peut qu'il y ait pas d'argent dans le compte. Alors, c'est C1. Je vais verser le montant 9000. Envoyé. The given ID must not be nul. Ne peut pas être nul. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est quoi ça? C'est le code de... Ah, c'est le code employé. Donc, l'employé 1. Tout à fait. Alors, vous avez ici le résultat retourné, c'est true. Vous faites un versement. 12 000. Ça passe. Un retrait. C'est bon? Vous voyez donc, j'ai parfaitement... Oui. On va retirer une somme qui est très grande, comme ça, il va nous générer une exception. Alors, on va retirer dans le compte CC1 le montant, ça doit être plus que ça. L'employé E1. Vous voyez l'exception? Solde insuffisant. Parce qu'on a bien dans la méthode, on a traité le cas. Si le solde n'est pas suffisant, on génère une exception. Alors, quoi d'autre? Un virement. Alors, on voudrait effectuer un virement du compte CC1 vers CE1. Le montant de l'opération, 6 000. L'employé qui a effectué l'opération, c'est 1. Bon, il n'y a pas de problème. Et pour vérifier tout ça, on va consulter les opérations. Je veux consulter les opérations du compte CC1. La page 0. Le nombre, par exemple, d'opérations, par exemple, je veux les 6 dernières, enfin, c'est pas les 6 dernières, c'est ces éléments opérations. Alors ici, donc, nous avons un petit problème. Alors quand vous avez ça, vous avez le solde, vous avez le... Alors, c'est quoi ça? C'est bien les opérations? Une page d'opération. J'ai le compte, le découvert, date d'opération, code employé, mais il reste la liste des... Oui. Alors en fait, ce qui a compliqué la chose, c'est maintenant, on a bien fait d'avoir testé cette méthode-là, c'est toujours dans opération. Alors quand je veux consulter l'opération, vous avez ici, je ne veux pas avoir les informations sur le compte, je ne veux pas avoir les informations sur l'employé, je ne veux pas avoir les informations sur les autres choses. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est XML transient. Alors pour le cas de compte, XML transient. C'est tout. Il nous reste combien pour la pause? Un quart d'heure? Alors, pour la liste des opérations, on va tester. Donc, je vais avoir donc, les opérations, les 6 dernières opérations envoyées. Alors, vous voyez bien, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je vois? Vous lisez ça, donc vous avez les opérations. Pour chaque opération, vous avez la date de l'opération, le montant de l'opération, vous avez le numéro de l'opération. Date d'opération, montant, numéro d'opération. Ainsi de suite. Alors, la seule chose qu'il vous faut, c'est le type d'opération, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous devrez ajouter? La notation XML type pour chaque type d'opération. Je vais m'arrêter là. Alors, maintenant, je vous ai montré en quelque sorte les éléments.
qu'il faudrait pour le web service. Alors maintenant, l'avantage d'exposer bien sûr quelques fonctionnalités via un protocole SOAP, c'est parce que votre entreprise a un client qui souhaite que vous lui exposez un certain nombre de fonctionnalités en utilisant un service SOAP, parce qu'il dispose d'un ERP peut-être qui ne peut consulter que les données via le protocole SOAP, par exemple. Il y a des contraintes techniques parfois qui font qu'on a besoin de passer par les deux connecteurs SOAP et REST. Alors, avant de passer avant la pause, on va créer le service RMI. Et comme ça, on va laisser la partie web après la pause. Alors, pour le service RMI, alors qu'est-ce qu'on vient de créer jusqu'à présent? On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Alors maintenant, on a testé avec un client HTTP, on a testé avec un client SOAP. Maintenant, on va exposer un service RMI, mais pour un client Java. Une application Java, il peut directement communiquer avec l'application via, bien sûr, un service RMI Java. Alors pour le faire, alors le principe c'est simple. Supposons, il faut créer tout d'abord l'interface RMI. Alors pour créer donc un service RMI, on va créer l'interface remote. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pour créer un service RMI, il faut créer tout d'abord l'interface remote. Alors on va l'appeler banque RMI remote. Alors le package c'est RMI. Alors j'ai besoin d'une méthode qui permet de consulter un compte, d'ajouter un compte. Alors une interface remote, c'est une interface qui doit hériter de l'interface remote. Et après, toutes les méthodes doivent lever l'exception remote exception. C'est bien ce que vous avez fait l'année dernière. Alors, vous savez, l'année dernière, c'est pas il y a 5 ans. C'est juste l'autre jour. Alors, donc, la méthode, on va l'appeler save. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Un compte CP. Throws remote exception. Alors, on aura également besoin de consulter un compte. Alors, pour consulter le compte, on aura besoin de connaître le code. Throws remote exception. On aura besoin de... Bon, après, les autres méthodes, donc verser, retirer. Donc, tout ça, vous pouvez l'ajouter. Une méthode. Qui permet de verser, de retirer. Alors, je vais, comme je suis en train de chercher à faire des copier-coller, où est-ce qu'on va trouver les signatures des méthodes? C'est dans l'interface opération métier. Donc, je vais créer un service RMI qui permet de créer un compte, de consulter un compte, d'effectuer un versement, un retrait et un virement. Ça suffit. Alors, pour que ce soit une interface RMI, il ne faut pas oublier que les méthodes doivent lever l'exception remote exception. Voilà. Donc, vous créez donc l'interface remote et vous créez l'implémentation. C'est une classe qu'on va appeler banque RMI implémentation. Ben, il suffit d'implémenter l'interface remote qu'on a appelée banque RMI remote. Et vous allez redéfinir les méthodes. Alors la même chose, le service RMI a besoin de faire appel à la couche métier via les deux interfaces. Il y a compte métier
compte métier. Également opération métier. Opération métier. Alors, pour que Spring puisse l'instancier, parce que c'est un service RMI, vous voulez instancier, il faut utiliser la notation component. Mais ce composant-là, il faut lui donner un nom, parce qu'on aura besoin. Si vous voulez donner un nom, un bin, vous utilisez component, vous lui dites, voilà, ça c'est my RMI service. Donc ça, c'est-à-dire ce composant-là, je lui donne un nom. Pour faire l'injection des dépendances, on va utiliser AutoWired. Alors c'est la même chose, AutoWired. Et après, je vais implémenter donc ces méthodes-là. Alors ici, donc pour enregistrer le compte, j'appelle directement compte métier point save compte. Donc CP. Ici, donc, ça va être, c'est toujours compte métier. Point get compte. Je lui donne comme paramètre le code. Et là, c'est plutôt, je suis dans opération métier. Point verser. Alors, le code, le montant, code employé. En fait, ici, est-ce que j'ai code employé dans le... Oui? Je l'ai? Ben, je fais la même chose ici. Opération métier point retirer. La même chose. Et virement. Opération métier point virement. Ça c'est versé, oui. Tout à fait. Voilà, vous avez terminé donc l'implémentation du service RMI. Mais il faut le déployer. Et pour le déployer, on va faire la même chose qu'on a fait avec le web service. Alors pour le web service, nous avons deux solutions, n'est-ce pas? Nous avons utilisé la version XML. Alors on va utiliser un service RMI Service Exporter. Donc de la même manière qu'on va configurer pour ce qu'il puisse exporter le service RMI. La deuxième, c'est d'utiliser la config Java. Alors, laquelle que vous préférez? Java. Alors, maintenant, vous savez faire les deux. Donc, alors, je reviens vers myConfig. Alors, vous allez vers la classe et vous allez à nouveau créer une méthode qui permet de retourner un service RMI Exporter. Alors, comment il s'appelle déjà? RMI Service Exporter, je crois. RMI Service Exporter, voilà. Get RMI Service. Alors la même chose, vous allez créer un objet RMI Service Exporter égale new RMI Service Exporter. Alors vous aurez besoin maintenant, quel est le service que vous allez exporter comme service RMI? Vous allez exposer ce service-là, My RMI Service. Mais vous aurez besoin de récupérer ce bin. Alors pour récupérer ce bin, alors en fait le Spring, il vous donne la possibilité dans chaque méthode d'accéder au contexte de l'application. Il suffit de déclarer un objet qui s'appelle Application Context. Application Context. Ça, c'est pour Spring. Application Context. Il y a plein de Application Context, mais vous choisissez donc org.ctx. Alors, en fait, avec Application Context, vous mettez exporter.set service. Alors, le service est un objet RMI. Or, l'objet RMI, donc, il a été déjà instancié avec un nom. Pour le récupérer, vous utilisez ctx.getBin. Comment il s'appelle le bin? Ben, le bin, c'est celui que vous avez là.
voyez donc, si vous avez un bin qui est instancié par Spring, à un moment donné, vous voulez le récupérer dans une application, vous avez un moyen. Donc il suffit donc d'utiliser un paramètre application context, et à chaque fois vous mettez .getBin, il vous donne le bin. Et après vous pouvez l'utiliser. Et après on aura besoin d'utiliser exporter. Il y a une autre propriété qui s'appelle register. Register port. Alors vous savez qu'il doit démarrer un annuaire RMI. Sur quel port? On va utiliser 1099. C'est-à-dire le port, l'annuaire RMI, il va le démarrer sur 1099. Et l'interface .set service interface set service interface, l'interface. Alors ici donc on va utiliser voilà, donc c'est, comment il s'appelle l'interface RMI? Banque RMI. Banque RMI remote.class. Et qu'est-ce qu'on va retourner? Return exporter. Alors maintenant, pour que ce soit un bin, il faut utiliser la notation bin. Alors de toute façon, ça c'est les techniques qui sont utilisées pour faire l'injection, la configuration des services via en tout cas via la configuration Java. Alors pour le cas de REST, le service REST, on n'avait pas besoin de faire ça, n'est-ce pas? Préconfiguré. Mais il y a beaucoup de choses que vous devrez, parce qu'en fait Spring Boot, il vous ouvre, Spring d'une manière générale, il vous ouvre la possibilité de faire l'intégration avec GMS, avec GMX, avec plein de choses. Et du coup, à chaque fois que vous voulez intégrer un service, vous avez deux solutions. Soit vous allez vers XML et après vous importez la config, ou bien tout simplement vous passez via la config de cette manière-là. Et pour tester, on va tester avant de vous laisser partir prendre la pause. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer. Une fois que vous démarrez, maintenant il faut créer un client Java. Pour tester un service RMI, il faut créer un client Java. Java Project. A RMI client. Alors en fait, le client RMI, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'interface remote, il a besoin des entités. Alors on va juste faire propriété Java build path. On va dépendre d'un projet. Quel projet dont on dépend? C'est banque. Banque ici. Il y a une erreur, oui. Effectivement, on va l'avoir. Banque ici. Ça veut dire ici, donc, je peux utiliser les interfaces, les classes qui sont, pour éviter de faire des copier-coller, je peux les utiliser. Vous avez effectivement une exception. Service name is required. Donc, pour... alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Le nom du service. On a oublié. Vous savez que, qu'est-ce qu'il fait le RMI exporter? Il va prendre l'objet RMI, il va le publier dans l'annuaire. Il va publier la référence de l'objet dans l'annuaire. Avec quel nom? On n'a pas spécifié. Donc, pour le faire, donc exporter.set service name. Alors ici, donc, je vais l'appeler BK. BK, si vous voulez, c'est, pour moi, c'est le nom GMDI. Donc, le service RMI, il va le publier dans l'annuaire avec quel nom? BK. On démarre. Alors, en attendant de démarrer, on va définir donc le client. Pour nous, le client, c'est une application Java. Client RMI. La méthode main. Vous vous rappelez, un client RMI, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un lookup. Je connais le nom, je récupère la référence, je crée un proxy. L'interface, comment il s'appelle? Remote. Banque RMI remote. Donc ça, c'est le proxy, c'est le stub.
égale naming point lookup. Alors on va utiliser RMI de point / localhost de point le port c'est quoi 1099. Comment il s'appelle l'objet? BK. On fait un sous-casting, on fait un try-catch et nous avons tout. Cast, try-catch. Alors, catch exception. Voilà, donc le proxy. Alors, je voudrais consulter un compte. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est très simple. Compte cp égale proxy. La méthode get compte. cc1. Donc, j'ai un compte. Je veux afficher les informations sur le compte. cp.getSold. Je veux afficher les informations cp.getDateCreation. cp.getClient.getNonClient. J'affiche le nom du client. Alors, on va exécuter run Java application. Alors, si on a les résultats, vous allez sortir. Voilà. Donc, nous avons le solde, nous avons un nul. Pourquoi? Parce que le client, il a un client qui est nul. Parce qu'on ne lui a pas associé un client. Mais c'est un bon signe pour, dans notre cas. Alors, vous voulez ajouter un autre compte. On va vérifier. On va utiliser donc proxy. .save compte. Je vais ajouter un compte, donc new compte épargne. Je donne les informations. CCCE, la date, new date, le solde avec un taux 5,5. Exécuter l'application. Votre service il est parfaitement déployé. Alors si on regarde la base de données, on va regarder est-ce que le compte a été bien ajouté. On est sur la table compte. Elle est là, CCCE, la date système, etc. Bon, je n'ai pas spécifié le client, mais j'aurais pu préciser les informations sur le client. Alors, on peut dire que dans cette architecture-là, donc on a en quelque sorte terminé la partie serveur. Alors, on a terminé la partie serveur, donc après la pause, on va passer à la partie web.